association tribale à un parti politique ethnique régional. Le discours identitaire s'est décomplexé. Il est de plus en plus ténu dans différentes couches de la société et à haute voix par l'élite, politique en particulier. On est loin, très loin de l'époque où les attitudes et les propos ethnicistes étaient désavoués, réprimés, où le ministre de l'enseignement supérieur, Djelo Mpenge, fut révoqué du gouvernement pour tribalisme avéré. Ils sont bien révolus les temps où les ondes de l'Office zaïrois de radio et de télévision berçaient les Zaïrois du matin au soir par le refrain de l'ode mauboutienne à l'unité nationale « Tatabo Moko, Mamabo Moko et Kolobo Moko ». Depuis 1990, la démocratisation du pays a laissé libre cours, la totale liberté d'expression retrouvée aidant au discours identitaire, lequel s'est amplifié à l'intérieur du pays dès que sauta la digue de la territoriale des non-originaires. Le gouverneur, fils de la province, Gabriel Kyungu Wakumwanza, celui qui vient, malgré son grand âge et son passé politique sombrement tumultueux, d'être nommé président du conseil d'administration de la Société nationale de chemin de fer, n'avait pas attendu longtemps pour dire à ses compatriotes kassaïens que son Katanga ne les désirait plus. On sait ce que ces propos ont occasionné comme violence et dégâts matériels. Les Kivussiens ont poussé le discours identitaire à son paroxysme. Des associations tribales, civiles, animées notamment par des chefs coutumiers, au discours plus diviseur qu'unificateur, et des groupes armés ethniques font la loi dans le Grand Kivu, devant l'impuissance des autorités de l'État. On en vit les néfastes effets en termes de destruction des espaces géographiques, de violences diverses et de pertes en vies humaines qui se comptent en millions. Le Congo souffre également de l'existence des partis politiques de philosophie et de fonctionnement ethnique, dans les faits, bien qu'ils disent, dans leurs textes, avoir une vocation nationale. Le défunt Antoine Gizenga, tout nationaliste qu'il prétendait être, ne fut en grande majorité entouré, dans les activités du Palou, que de ses frères pendés de la province du Bandundu. Son successeur à la tête du parti ne fut autre personne que son fils biologique Luigi, récemment décédé. L'UDPS est un autre triste exemple, parmi tant d'autres, d'organisations politiques ethniques. Plus de 90% des dirigeants de ces structures, au Congo comme à l'étranger, sont des Luba du Kasaï. La base militante du parti l'est tout autant. Son président national, devenu chef de l'État du Congo, dans les circonstances que l'on connaît, n'a rien fait pour changer cette négative image de son parti. Le président de la République, Félix Tshisekedi, ne prend pas conscience, de notre point de vue, de la haute et nationale dimension de la fonction et a difficile à y placer sa personne, à la mettre au-dessus des particularismes politiques et religieux ethniques. La majorité des personnes qu'il a nommées jusqu'ici et dans toutes les institutions sont d'origine kassaïenne. Son programme présidentiel des 100 jours a fait la part belle à sa province, le Kasaï. Son directeur de cabinet, Vital Kamerhe, maître d'œuvre du dit programme, a lui aussi privilégié son Kivu. Sans raison objective, plusieurs provinces ont tout simplement été ignorées. Leurs policiers ne méritent-ils pas de se loger dans de belles maisons préfabriquées, ignorées par la présidence de la République, institution qui pourtant est l'incarnation de la nation congolaise dans sa globalité et qui doit ainsi la refléter à travers sa vision et la composition de ses services, mais qui est actuellement réduite à une chasse gardée des seuls lubaphones et swahiliphones.
La maison civile du chef de l'État est tout entièrement tenue par sa famille biologique, sa sécurité obligeant, dit-on. Serait-ce la même raison sécuritaire qui explique le fait que Félix Tshisekedi, comme le fut Antoine Gizenga, ne soit tout le temps et partout entouré que de ses frères et amis kassaïens? Le Congo est aujourd'hui en plein règne des coteries tribales ethniques. À bas la nation. Comment en est-on arrivé là? L'incapacité de l'État national, de ses successifs gestionnaires, à traiter avec égalité ses citoyens et à redistribuer équitablement les richesses nationales, à donner à ces derniers les mêmes chances d'ascension professionnelle et sociale, en serait-elle la principale cause? Dans son discours d'investiture, faisant des éloges à ses prédécesseurs et soulignant l'empreinte positive laissée par chacun d'eux dans le pays, le maréchal Mobutu eut droit, de la part de Félix Tshisekedi, à l'honorable étiquette de l'homme de l'unité nationale. De sa demeure de mort marocaine, le léopard doit certainement, le diraient les spirites, être en grande tristesse de voir l'unité de la nation congolaise, son œuvre, la plus grande réussite de sa vie, s'étioler au fil des années suite à l'inconscience d'une lignée de piètres héritiers politiques à qui il a longtemps cru avoir transmis la veine patriotique, la passion de l'unité. Tous les Congolais ne souffrent heureusement pas de l'ethnicisme, maladie tueuse des nations. Il sied de parler aussi de beaux exemples à suivre. On a vu Jean-Pierre Bemba arrivant à Kinshasa, après avoir mis fin à sa lutte armée, accompagné d'une bonne et longue brochette de compatriotes de provinces et d'ethnies diverses, à qui il avait confié de hautes responsabilités au sein de son parti politique, de son cabinet comme vice-président de la République, au sein du gouvernement, ainsi qu'à d'autres institutions de la transition. On a vu autour de lui les Olivier Kamitatou, François Mwamba, Thomas Louaka, Dominique Kankou, Delice Sanga, Gérard Ntumba, José Ndundo, Alexis Tambwe Mwamba, José Makila, Fidel Babala, Mboukani, Ndom Nda Ombel, Jocelyne Nkongolo, Roger Nimi, Albert Mpeti, Ramazani Baya, Jean-Lucien Boussa, Chimanga Bwena, Germain Kambinga, Yves Kishombe et tant d'autres. Pour être en sécurité et servir efficacement le pays, Jean-Pierre Bemba n'aurait-il dû faire confiance qu'au seul Mbaka du Sud Ubangui et ne s'acoquiner exclusivement qu'avec eux partout et tout le temps? L'unité nationale ne se construit pas de soi. Il faut qu'il y ait des dirigeants, des leaders qui la souhaitent avec une ardente conviction, qui en font une philosophie. Il faut également une forte volonté pour la réaliser. À quoi devrait s'ajouter une méthode, un discours et des actes. Unir les Aïouras fut une religion de la part du maréchal Mobutu. Il y avait mis toutes ses énergies. Il ressassa l'unité nationale chaque fois qu'il était appelé à parler à ses compatriotes. Il traça des voies à suivre et posa des actes concrets. Il veilla tant bien que mal aux équilibres régionaux dans le choix de ses collaborateurs, dans la distribution des fonctions publiques et de divers avantages politiques et matériels. Il malaxa les Congolais dès 1966 par sa décision interdisant aux hauts fonctionnaires, aux hauts gestionnaires politiques et administratifs de l'État de travailler dans leur province d'origine, ce qui permit à des millions de Congolais d'aller vivre et de faire carrière partout dans le pays, dans les villes et les villages des autres compatriotes, d'en découvrir les diversités humaines et socioculturelles, de parler leur langue. Des milliers de mariages interethniques que l'on connaît au Congo en sont, entre autres, les conséquences heureuses.
Les administrateurs politiques et militaires non originaires furent, dans les provinces, des gestionnaires arbitres neutres devant les conflits tribaux et ethniques locaux. Ils n'avaient nul intérêt à les encourager, ni à s'y mêler, ni à les trancher de façon partisane, contrairement aux originaires, qui sont aujourd'hui dans des positions souvent inconfortables de juges et partis. Il n'est pas aisé de se prononcer en défaveur de son frère de tribu, de décider contre son groupe ethnique d'appartenance. La réconciliation avec ses adversaires, même avec ceux qui avaient dit des infamies à sa personne, du moins avec ceux qui acceptaient de rentrer dans le rang, de revenir dans son giron, entrait également dans cette même quête passionnée de la part du président Mobutu de l'unité de la nation, de la paix politique, première condition de progrès économique et social d'un pays, de l'épanouissement physique, psychologique et intellectuel de tout être humain. La guerre civile est le mal ultime, a dit Blaise Pascal. Il est donc un devoir pour un dirigeant d'en épargner son pays par tous les moyens possibles. Le rédacteur de ces lignes a eu le privilège d'écouter les récits de quelques anciens et proches collaborateurs du président Mobutu portant sur des missions qu'ils effectuèrent jadis pour aller convaincre des opposants en exil à l'étranger de reprendre langue, directement ou par personne interposée, avec le léopard, et de qui ils reçurent, plusieurs d'entre eux et souvent, divers avantages politiques, financiers ou matériels. L'unité nationale a un prix qu'il faut payer pour l'avoir, concluait l'un de ses conseillers avec une satisfaction psychologique personnelle d'avoir modestement contribué, dans le rôle qui fut le sien, à la réconciliation des compatriotes, à mettre fin, ou du moins, à atténuer des adversités qui auraient probablement causé des torts au pays. Comment retrouver l'unité du peuple congolais aujourd'hui mise à mal? Faut-il réinstituer le principe des autorités provinciales non originaires? Faudrait-il des lois plus répressives contre le népotisme et le tribalisme qui ont gangréné les cerveaux des Congolais et par conséquent les institutions du pays? Pourrait-elle être votée par des parlementaires, les mêmes qui aujourd'hui entretiennent ces fléaux, qui presque tous ont choisi femmes, enfants, sœurs ou frères comme leurs suppléants députés ou sénateurs, n'ayant ainsi pas, étonnamment, fait confiance à tous les membres de leurs partis politiques respectifs? Le gouvernement pourrait-il initier de telles lois, lui dont les ministres n'ont en surnombre dans leur cabinet que des amis, des parents et des ressortissants de leur patelin? Le président de la République, Félix Tshisekedi, que ses frères du Kasaï tirent politiquement par le bas, qui tiennent par un zèle fanfaron et inconvenant à rappeler à chaque occasion sa kassaïnité, étiquette incompatible avec la fonction et qui pourrait lui être préjudiciable en 2023, l'empêchant ainsi de se placer au-dessus de la mêlée, le président de la République qui ne fait pas confiance à ses autres compatriotes, qui, comme ses proches collaborateurs de l'UDPS et de la présidence, pense ethnie et que nation? A-t-il aujourd'hui les ressorts psychologiques et une légitimité morale nécessaire pour recréer la confiance entre Congolais, pour ressouder la nation qui se désintègre? La messe de requiem de l'unité nationale congolaise est-elle en train d'être dite? Wina Lokondo, citoyen congolais.